m'exprimer un petit peu plus sur ça dans quelques minutes. Mais nous supportons vivement cet agenda parce qu'il a une importance clé pour les pays. Il a une importance clé parce que c'est, comme vous l'avez énoncé, un sujet qu'on connaît tous l'importance. On a l'intuition que le lobbying peut être une pratique qui va au détriment non seulement de la légitimité, mais également qui peut nuire à la croissance et l'efficience de nos économies. Et néanmoins, tout en sachant l'importance, c'est intéressant de constater que l'agenda est quelque part dans ses débuts. Hein. Elle a bien évolué. Vous avez énoncé que vous nous avez rappelé qu'il y a pas mal de pays qui ont avancé sur ce sujet. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on s'attendrait à voir déjà assez développé dans la plupart des pays. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, un premier fait à remarquer préliminairement, c'est que, comme le constate l'OCDE dans ses documents, il n'y a pas une définition unique de lobbying. Hein. Ici, à l'OCDE, quand on travaille dans les différents sujets, dans les différents comités, on constate qu'en général, on a des définitions communes et assez claires. Ici, il y a plusieurs définitions, parce qu'il y a plusieurs types de lobbying, et il y a plusieurs types d'activités ou d'objectifs finaux que le pays peut envisager. Donc ça, c'est une première constatation. La deuxième est évidente. Le lobbying peut nuire très gravement à la confiance dans nos institutions, dans les gouvernements, mais aussi dans les institutions qui régulent la bonne foi des relations entre les acteurs. Elle peut nuire également à la qualité de la politique publique, qui devrait être au centre des préoccupations de nos pays, puisqu'elles vont avoir finalement la qualité de vie de nos citoyens. Et en tant qu'économiste, on constate également que le lobbying peut être très mauvais pour la légitimité d'une économie de marché. C'est évident, n'est-ce pas? L'économie de marché se base dans cette idée de la concurrence, d'un terrain avec les mêmes règles pour tout le monde. S'il y a des gens qui ont accès privilégié à certaines conditions, à certaines autorités, et par ce biais à avoir des activités privées, évidemment, ça nuit à la légitimité de ce marché et bien sûr à l'efficacité économique, donc à la croissance de long terme. Question importante, hein, et même si ce mot est chargé d'un sens négatif, il est évident qu'on doit se poser la question si le lobbying est légitime ou illégitime. Et l'OCDE, c'est important de le rappeler ici, constate que le lobbying n'est pas nécessairement quelque chose d'illégitime. Au contraire, ça peut être très très légitime dans des sociétés avec des démocraties libérales où les citoyens, mais aussi les entreprises, les organisations non gouvernementales, les groupes d'intérêt en général, ont le droit à pouvoir exprimer leur point de vue aux autorités. Donc ça, c'est, je pense, très important de le souligner. Il faut partir de la base que le lobbying existe, c'est une réalité. Ce n'est pas forcément quelque chose de légitime, au contraire, il peut être quelque chose qui fortifie la démocratie et la qualité de nos institutions, mais qu'on ne peut pas laisser sans régulation. Okay? Donc l'enjeu final, c'est comment est-ce qu'on régule le lobbying. Et ici, encore une fois, c'est intéressant de constater, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que la plupart des pays n'ont pas une régulation formelle. Même au sein de l'OCDE, d'après mes derniers chiffres, il y a grosso modo un tiers des pays qui ont une loi formelle pour réguler ces activités. Et donc il y a un chemin long à parcourir, malgré la nécessité évidente de ce besoin. Et finalement, un point sur lequel je retournerai directement dans ce qui suit, c'est l'économie politique du lobbying. Hein. Bien sûr, quand on veut passer une loi qui régule des acteurs qui font du lobbying pour d'autres activités, bon, on s'attendrait bien à ce qu'ils fassent du lobbying contre le lobbying. Hein. Quelque part, c'est ce qu'on a remarqué dans le cas chilien, on a pris plus de 10 ans à trouver une loi. Hein. Et cela, pour les policymakers, vous et nous, pose un défi de réalité qui est très important parce que finalement on a les options de peut-être se pencher sur une loi, une régulation très complète, très stricte, okay, mais à cause de ce lobbying
contre le lobbying, on peut finalement aboutir à rien à voir, ou faire un premier pas décisif qui ne soit pas complet, mais qui nous permet de construire par la suite. Donc ça nous fait un appel à la réalité. Quel est l'idéal? L'idéal n'existe pas peut-être ici, n'existe jamais, mais peut-être qu'ici c'est plus évident que dans d'autres domaines. Donc, quelques petits mots sur l'histoire de la régulation du lobbying au Chili. Peut-être commencer par dire que depuis les années 2000, il y a eu des efforts sérieux dans un agenda de transparence qui ont été mis en place. Cela nous a amené par exemple à créer un conseil autonome chargé de la transparence et de définir si les questions de transparence ou les réclamations de transparence des citoyens sont pertinentes ou pas. Le mot-clé, c'est un conseil qui est indépendant. Également, on a créé en 2003 une agence indépendante pour sélectionner les autorités publiques dans les rangs supérieurs par des concours ouverts, compétitifs, transparents, etc. Penchant sur la qualité des candidats, non pas leur relation, leur rapport avec les autorités. On a également avancé dans l'obligation des autorités de relayer leurs intérêts dans des sociétés, dans leur patrimoine, etc. Tout ça est public et disponible pour les citoyens. Néanmoins, on constate, comme je viens de le dire, que par rapport au lobby, c'est une discussion qui a duré 10 ans. On a commencé en 2003, il y a eu un premier projet qui a avancé lentement dans le Parlement. Finalement, en 2008, il a été retiré du Parlement. Le premier gouvernement de la présidente Bachelet l'a réintroduit avec des modifications. Encore une fois, il a été pas retiré cette fois-ci, mais traité très lentement au Parlement. D'ailleurs, en 2009, on a retiré l'urgence dans le débat de ce document. Et en 2012 et 2013, le gouvernement sortant a relancé le projet avec quelques modifications et ce projet a été finalement approuvé, comme vous l'avez évoqué, en janvier dernier. Donc 10 ans de discussion et je souligne encore une fois que cette discussion aboutit à un projet dont je vous donnerai les détails généraux dans quelques instants, qui peut-être n'est pas parfait. Hein. Il y a des critiques du projet, il y a des défenseurs du projet, mais c'est un très solide premier bloc pour construire par la suite. C'est très important de l'avoir en tête parce que la perfection ici, je pense, n'existe pas. Juste pour faire une remarque qui va être utile pour la suite, je voudrais dire que notre loi de régulation du lobbying porte essentiellement sur la régulation des acteurs passifs du lobbying. On a les acteurs actifs, les gens qui font du lobbying, et les gens qui sont sujets du lobbying, donc les autorités publiques notamment. Nous, on a fait un choix, on s'est dit on va aborder les deux, mais notre priorité, notre élément structural va se pencher sur les sujets passifs. Donc je fais cette déclaration tout de suite, parce qu'on peut avoir le deux, on peut avoir l'une ou l'autre. Nous, on s'est penché plutôt sur cet aspect. Mais en revanche, et je ne sais pas si vous arrivez à voir la petite table là, ce qui est intéressant, c'est que tout en se penchant sur la régulation du sujet passif du lobby, le projet final est intéressant parce qu'il a élargi la gamme des conduites auxquelles ce sujet passif peut être mené, mais également par rapport au sujet actif, c'est-à-dire essayer de définir l'univers des personnes qui demandent ou qui peuvent influencer les autorités. On a eu une définition très vaste. Okay? Et ça, c'est une différence très intéressante par rapport à d'autres pays de l'OCDE. On a été assez large, on a couvert tout l'univers. Donc, dans ce sens-là, la loi chilienne est très complète. Donc, comme je vous disais, il y a une définition vaste des acteurs actifs, non seulement les compagnies, c'est le premier sujet auquel on pense, mais aussi les organisations non gouvernementales, tous les groupes d'intérêt,
les personnes naturelles, bien sûr. Et donc, je dirais que tout l'univers des possibles acteurs qui puissent faire du lobbying sont inclus dans notre définition. Comme je vous disais, le focus ou l'accent est mis sur les acteurs passifs, les autorités. Ces autorités sont obligées par cette loi à informer, à faire un disclosure de tous les meetings, toutes les réunions qu'ils aient. Cette disclosure, ça c'est important d'un point de vue pratique, est centralisée automatiquement dans un registre central, un site web qui est ouvert aux citoyens. Ce site web, bien sûr, il est supervisé et sous la direction, non pas du gouvernement, mais d'une entité indépendante, c'est-à-dire le Conseil de la transparence, qui est autonome au Chili. Donc cela renforce l'indépendance et donne de la crédibilité, de la légitimité au modèle. Concernant les sujets actifs, grand débat au Chili, n'est-ce pas? Dans les premiers projets de loi que je vous ai montrés, probablement toute la discussion s'est élargie, a été rapportée, parce qu'il y avait beaucoup de discussions sur les sujets actifs, et notamment sur la nécessité de créer un registre de lobbyistes. Okay? C'est pour ça que je soupçonnais, ou je vous proposais l'hypothèse tout à l'heure du lobbying. Okay? Bien sûr, les lobbyistes n'aiment pas être présentés au public. Okay? Donc la question du registre de lobbyistes est très importante. Et je pense que la solution d'équilibre qu'on a trouvée dans ce projet est intéressante parce qu'on a créé un registre de lobbyistes qui est volontaire, c'est-à-dire les agences de lobby vont dire oui, je veux me présenter, je veux que les gens me connaissent, hein, je veux enlever mes noms, même si j'ai honte. Okay? Mais également, ce registre qui par définition est incomplet puisque dans son première étape est volontaire, il va se compléter par définition au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que quand les meetings des autorités avec notre entité arrivent, bon, cette personne-là, cette agence de lobby, cette NGO, elle va être automatiquement incorporée au registre de lobby. Okay? Donc vous avez un premier niveau, qui n'est pas complet, mais le flux de réunions va permettre dans le temps de compléter le registre. Donc je pense que c'est une solution assez imaginative et intéressante. Finalement, il y a bien sûr des sanctions pour les autorités qui ne respectent pas les règles auparavant invoquées, et des amendes, des sanctions administratives, mais aussi des sanctions pénales. Donc, je voudrais peut-être essayer de vous donner un aperçu de comment cette nouvelle régulation qu'on a mise en place au Chili peut être perçue en fonction de 4 questions très importantes que l'OCDE propose pour évaluer la complétude, la couverture, la qualité finalement d'un framework de régulation du lobbying. Okay? Ces questions-là sont d'abord l'amplitude de la régulation, c'est-à-dire l'amplitude des sujets actifs qu'on va inclure dans notre définition. Comme je vous l'ai dit, dans le cas de Chili, on a mis plus. Dans ce point, je me permets de faire une analogie avec les étoiles. On pourrait dire qu'on est 5 étoiles. C'est bien, c'est très bien, c'est très fort. Okay? Deuxième question, c'est ce que le CDE appelle l'Information Disclosure. Et là, on doit distinguer entre 2 niveaux. L'information de base, core information. Okay? Qui sont les gens, quand est-ce qu'ils ont pris le meeting, qui sont-ils réunis, etc. Très bien le Chili à cet égard. Et il y a les informations supplémentaires qui ont à voir avec, par exemple, les structures des tarifs des lobbyistes, leur stratégie pour intervenir avec les autorités. Si, comme vous l'avez évoqué, il y a parmi ces acteurs des anciennes autorités, n'est-ce pas, qui bénéficient de leur réseau. Donc tout ça, c'est très important pour augmenter le niveau de transparence. Pour être très honnête, cette partie n'a pas été très couverte dans notre projet. Donc on est très bien dans la première partie,
mais pas très bien dans la deuxième partie. C'est donc quoi je mets sur mon troisième. 2, 3. Après, c'est la régulation de la conduite, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on constate une pratique, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, pour les acteurs passifs, l'éventail est large et vaste, très complet. En ce qui concerne les acteurs actifs, les gens qui interviennent, cette régulation est moins complète, je vois. Et finalement, vous l'avez également dit, Monsieur le Président, très important, tout cela ne sert à rien, ce n'est pas un enforcement efficace, des sanctions qui sont efficaces. Et en toute honnêteté, de ce côté-là, peut-être que notre loi, même si elle prévoit des sanctions administratives, monétaires et judiciaires, elles ne sont pas forcément très élevées. Okay? C'est encore des choses à découvrir dans la route. Donc pour conclure, je dirais que la loi qu'on a passée, c'est définitivement une très bonne nouvelle. Je voudrais insister sur le fait que le travail de l'OCDE, ses guides, son support ont été très importants dans cette discussion, non seulement pour la rédaction, pour avoir des idées de ce qu'on devait inclure dans nos projets, mais également pour un côté qui est clé, qui est convaincre les parlementaires. Quand l'OCDE dit quelque chose, c'est différent que si seulement les autorités le disent. Donc le rôle de l'OCDE à cet égard a été clé et on est très reconnaissant de ça. Et cela évidemment ne veut pas dire qu'il y a des défis importants. J'insiste sur le fait que l'idéal est ennemi du bon. Et on a ici un premier étage qui est solide, qui est bon, construit par la suite. Et on a des défis au niveau de l'enforcement. On a des défis en termes d'être plus vaste au niveau des acteurs actifs. Et finalement, vous l'avez également dit dans votre introduction, il y a évidemment un lien avec le financement des partis politiques qui ici n'est pas couvert du tout. Ça c'est très important parce que finalement les partis politiques, c'est les parlementaires, c'est les ministres, et ce rapport-là, cette transparence-là mérite, et c'est très nécessaire d'être couvert ou adressé par la régulation. Un dernier mot pour conclure. Deux remarques que j'ai prises en entendant vos mots. Je pense que le lobbying, c'est certes, la régulation de lobbying, c'est certes quelque chose de très important, mais il ne faut pas oublier non plus que le lobbying ou la régulation du lobbying ne sert pas à grand-chose si l'autre côté de la monnaie n'est pas rempli. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous pensez par exemple dans des exemples classiques où le lobbying peut apparaître, infrastructure publique par exemple, construction d'infrastructure, gros intérêt, gros argent en jeu, les entreprises vont faire du lobbying, etc. Vous pouvez réguler tout ce que vous voulez, certes, ça va être pas important, mais également c'est important, de l'autre côté de la monnaie, d'avoir un framework pour la construction de ces infrastructures, par exemple, qui assure certains critères institutionnels qui puissent blinder, qui puissent protéger, qui puissent créer un entourage qui fasse que la régulation du lobbying soit moins nécessaire. Par exemple, quand vous avez des enchères pour construire un pont ou une autoroute, bon, bien sûr, si vous avez des bonnes règles dans les critères de licitation, de auctioning, okay, cela va aider beaucoup, n'est-ce pas, à éviter les mauvaises pratiques de trafic d'influence. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le lobbying vient corriger des défauts, n'est-ce pas, dont une grande partie peut être adressée dans une autre partie du framework institutionnel DB. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Merci beaucoup.